Je retrouve et enrichis ma question. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce qui a été fait avec l'introduction du préjudice écologique dans le Code civil est précisément cette action qui est une action en réparation et pas une action en responsabilité fait écho à ce que tu dis, parce que quand on est à identifier des personnes qui se caractérisent par leur dimension collective, précisément, que ce soit l'État ou les associations ou les collectivités publiques, etc., on dit ils peuvent agir, toute personne qui a intérêt à agir, dont, enfin notamment, etc., suit l'énumération, et peut agir en vue de quoi, et c'est l'article suivant, une action qui vise principalement la réparation en nature. Et si c'est pas dit tout en nature, on n'est quand même pas sur de l'argent, et donc on est bien sur cette idée-là. Donc ça, c'était ma première question sur la résonance entre ce que tu décris... Je vais répondre, sinon je vais l'oublier. Et ce mouvement. Non, mais la deuxième est hyper simple. C'est juste dans quelle mesure est-ce que on ne peut pas pousser la réflexion sur l'inculturation en France, justement de la doctrine du public trust ou de rapport autour du trust par rapport à ces enjeux-là de représentation et de figuration sur une articulation entre le droit des biens et d'autres enjeux. Alors, sur la première question, tout va dépendre de ce qu'on met dans la liste. C'est-à-dire que la liste peuvent agir notamment, c'est-à-dire laisserait ouverte la liste des personnes. Le rapport Gégouzeau qui a précédé cet article nous dit « je ne veux pas d'action populariste ». Attention, ce n'est pas forcément une action populariste, c'est-à-dire que dans certains pays, l'intérêt diffus est corrélé avec un lien avec la ressource, quel qu'il soit. Donc, moi j'attends avec impatience ces interprétations et bien sûr j'espère que ce sera le plus ouvert possible. Mais si on se réfère à certains rapports préparatoires, dirons-nous, même si on peut en discuter la valeur, ce n'est pas ce qui a été voulu. Deuxième point, sur le trust, on essaye avec William, on a un groupe qui s'appelle Échelle de communalité, où on est censé faire des propositions au ministère de la Justice pour intégrer dans nos vieilles matières de droit des biens précisément l'intérêt commun quelque part, ou quelque part au pluriel. Typiquement, c'est le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on est dans un contexte juridique où cette dissociation de la titularité de la propriété n'existe pas, n'apparaît pas, ou très peu. Elle est apparue dans la fiducie façon 2011 et suivant, pour des raisons financières, mais n'est pas apparue comme une titularisation de personnes qui, en face de la propriété, auraient des privilèges, je ne dis pas des droits, auraient un intérêt. Alors on avait le public dans la propriété intellectuelle qui a disparu corps et biens, mais qui revient, et on a effectivement un manque de ces techniques de visualisation, à mon sens, de la dissociation entre propriété et titularité, et qui sont bien utiles aux États-Unis pour figurer cet intérêt commun. D'autres questions ou interventions? Pour le ruraliste que je suis, cette communauté diffuse, c'est son droit quotidien. C'est-à-dire que si on prend un fond de terre, la ressource en eau qui se trouve sur le fond de terre déjà est gérée sous le contrôle de la direction départementale des territoires. Les haies, les arbres qui figurent sur le fond, souvent vont être protégés par le plan local d'urbanisme. Donc vous avez la commune ici qui exerce son droit de contrôle, si ce n'est des associations écologistes, la LPO, qui vérifie que voilà, les infrastructures sont bien préservées. Vous avez les associations, les fédérations de chasseurs qui empruntent le fonds quotidiennement. Vous avez la fonction productive du fonds qui est contrôlée par la préfecture à travers ce qu'on appelle le contrôle des structures. Vous avez un certain nombre d'utilités du bien qui répondent à des intérêts différents, et vous avez des titulaires, c'est vrai, des titulaires de ces prérogatives qui viennent justement restreindre celles du propriétaire, mais on a du mal à conceptualiser cela. Voilà, on n'y arrive pas, on a toujours le propriétaire d'un côté et les empêcheurs de jouir en rond du propriétaire, et on n'arrive pas à penser tout ça, notamment à travers les... D'autres questions? Vous êtes tous épuisés oui. Après cette journée de réflexion. Qu'est-ce qu'il y a? François Guy, est-ce que tu veux encore poser des questions? Non, mais évidemment, absolument. Une question par rapport à la problématique de
de la construction et de l'intégration dans l'immeuble, sur le regard qu'on peut porter sur, à nouveau, ce mouvement qui est un mouvement qui n'est pas simplement qui est à propos du bien, mais qui n'est pas dans une approche de droit des biens, et sur cette espèce d'environnementalisation de la construction depuis la conception du bâtiment désormais, jusqu'à ce qui était décrit très justement le cycle de vie du bâtiment, et en passant par la réalisation du contrat. Est-ce qu'on peut considérer, ou pas, j'ai tendance à considérer que la porte est ouverte en tout cas, pour redéfinir précisément cet immeuble d'une façon complètement différente de celle précisément du rapport au bien. Je suis désolé parce que je m'inscris presque en faux par rapport à ce que tu disais sur l'avenir des biens. En fait, est-ce que ça n'est pas autre chose, totalement autre chose dans cette perspective-là que ce qu'on envisageait traditionnellement derrière ce parangon du bien qu'était l'immeuble ? Tu voudrais dire en quelques mots que la propriété qui est pensée par la perpétuité, en réalité, il n'y aurait plus de perpétuité, donc... Clairement. C'est-à-dire que, pour avancer un tout petit peu, ça devient le rapport à l'immeuble tel qu'il est conçu, donc cet immeuble qui n'est plus patrimonial au sens historique, etc., plus un rapport de inscription dans le temps, propriété. voilà, est un autre rapport. C'est pas tout à fait... On a quand même encore cette empreinte de la propriété, il y a quand même encore un certain nombre de prérogatives, mais on est dans quelque chose qui est envisagé sous une dynamique que je qualifierais, je ne sais pas si c'est fonctionnel ou matriciel, où il faudrait trouver le terme adapté, mais qui mêle des performances, des fonctions, un rapport à la temporalité, et même, et pardon parce que le mot est incorrect, une hypothèque environnementale qui rejaillirait, y compris sur, en quelque sorte, une date de péremption, une notion de péremption de l'immeuble pour non-effectivité environnementale, enfin, quelque chose qui serait autour de ça. C'est à toi de répondre. Oui, je partage tout à fait votre vision. Je crois qu'on voit qu'on est vraiment en transition sur le regard sur la propriété immobilière, comme vous l'avez indiqué, pas seulement, je crois, pour des raisons climatiques, mais peut-être aussi pour des raisons de flux migratoires. On sait que d'ici 2050, on aura 75% de la population mondiale qui vivra en milieu urbain, donc on est sur un phénomène déjà existant de métropolisation. Donc, évidemment, il y a la question de ce partage de l'espace en fonction des territoires, et on voit aujourd'hui que la question de l'immeuble, elle ne peut plus être posée juste sur... L'immeuble est d'abord sur un territoire, sur l'ensemble de la planète, et au sein de cet immeuble, déjà en fonction de l'affectation de l'immeuble, est-ce que c'est un immeuble qui est plutôt à affectation commerciale, à habitation, déjà ce projet-là de vie n'est plus du tout le même. On voit aussi apparaître l'idée en effet qu'il y a une temporalité. On voit de plus en plus apparaître, et même j'étais surprise de voir des collègues qui ne sont pas forcément spécialisés en droit patrimonial de la famille, mais qui ne sont plus choqués par l'idée que les biens ne se transmettent plus. Donc la logique clairement de la propriété perpétuelle, on voit qu'elle commence à s'effacer. Ça, j'y vois un signe plutôt positif par rapport à tous les enjeux que l'on doit avoir. Alors, pour avoir échangé avec des collègues d'autres disciplines, il y a une autre idée qui m'a paru assez séduisante, c'est pour arriver au phénomène d'adhésion dont on parlait, puisque le droit privé, pour moi, c'est pas simplement une technique, mais c'est des projets de vie. C'est le projet de vie dans la société, et c'est pour ça que c'est d'abord le code civil, et c'est le projet de vie au sein de l'immeuble, en fonction de l'immeuble et selon le territoire. Mais je dirais que sur cette question-là, il y a une idée qui m'a semblé assez intéressante de certains architectes qui commencent à voir, notamment sur les questions de logement, le logement plus comme le logement de famille qu'on se transmet de génération en génération et où on va essayer de s'accrocher, se maintenir le plus longtemps possible. Mais l'idée que le logement, notamment, puisse être simplement un lieu d'expérience de vie et que si chacun des acteurs, depuis l'architecte, commence à concevoir l'immeuble selon les besoins, parce qu'on n'a pas les mêmes envies non plus selon les périodes de notre vie. Peut-être il faut fluidifier les parcours, peut-être que ce parcours résidentiel pourra se reconstituer, peut-être que les 2 millions de personnes qui attendent à la porte du logement pourra être réalisé. Et là, on est sur l'idée que le logement, on est là sur un temps et pas forcément sur la durée. Donc, je crois que oui, la temporalité est quelque chose d'important. En même temps, il y a 2 ans, on avait reçu une délégation de collègues japonais qui étaient intéressés par notre expérience de la copropriété avec William. Et alors, je ne sais pas si William a eu la même approche, mais j'avais été assez étonnée par leur première question, qui avait été « Quelle est la durée de vie de votre immeuble en France ?» et donc, pour eux, clairement, c'était 30 ans.
Et, et alors, oui, quoi. Et alors, aujourd'hui, c'est vrai que dans les textes de l'immobilier, notamment, cette problématique est prise en compte pour des raisons écologiques. L'idée, c'est plus de détruire pour reconstruire plus grand par rapport au défi du surpeuplement, mais du coup, tous les enjeux sur la surélévation. Donc ça, c'est des enjeux, évidemment, je dirais, qui sont importants demain. J'ai perdu mon autre idée. Sur la durée. Et oui, la durée, l'idée, c'est d'utiliser parce qu'aujourd'hui, on utilise des matériaux dont on sait qu'ils sont périssables, mais du coup, pour construire l'immeuble durable, c'est d'utiliser des matériaux qui seraient eux-mêmes durables. Alors moi, je ne m'y connais absolument rien en matériaux bruts, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des expérimentations, notamment sur le bois, qui serait un matériau durable et modulable, et qu'il y a des expérimentations dans ce domaine-là, mais qui dépassent un peu, je dirais, la sphère de compétence du juriste. Et après, moi, j'aurais tendance il faudrait qu'on ait presque un psychologue ou un anthropologue pour nous dire si on peut penser la propriété en-delà sans la perpétuité, parce que ce qui nous donne de l'éternité, c'est quand même ça. Donc si c'est les choses, nous sommes finis, et si les choses elles-mêmes sont finies, il n'y a plus rien qui nous raccroche à l'éternité. Je pense que ça serait difficile à accepter. Ah oui, c'est vrai, pardon. Si je peux oser une dernière question, et promis de ma part, ce sera la dernière, ou une remarque. Je suis quand même un tout petit peu intrigué par l'idée de modularité qui a été évoquée en disant on a besoin de 30 mètres carrés, de 50 mètres carrés, de 100 mètres carrés, puis de 30 mètres carrés. Je peux tout à fait le concevoir. Je suis quand même un tout petit peu terrifié, je l'avoue, par la perspective de la question qui est qui va déterminer de combien de mètres carrés on a besoin. Et je dois avouer que mon attachement à la liberté individuelle, plus encore qu'au droit de propriété, mais aussi au droit de propriété quand même, me pousse à redouter terriblement que cette question soit systématisée. Il y a des accents proudhoniens terribles dans ces propositions. Non, mais disons que là, parce que c'est un fragment qui a été pris, mais c'est du normatif et c'est dans le secteur social. La suroccupation, c'est une notion qui existe et qui peut être évaluée, mais on est plutôt dans le secteur locatif. Oui, il y a des mètres carrés, du nombre de personnes. Mais ça existe aujourd'hui. Je voulais juste rebondir sur... vous parliez de durée de vie de l'immeuble, d'usage, etc. Et c'est un point que je n'ai pas pu aborder ce matin du fait donc, de l'alarme. C'est juste pour... Bon, ce n'est pas du droit des biens, c'est du droit à la consommation, mais il y a une réflexion de fond, puisqu'il s'agissait de parler de l'action du consommateur qui interroge le rapport à la propriété des biens de consommation. Alors, elle peut être fugace, mais ça peut aussi être des équipements qui, normalement, devraient durer longtemps. Et justement, c'est bien le problème. Donc, il y a deux aspects. Quelle est la durée de vie de ce que vous achetez avec toutes ces informations sur les pièces détachées, le délit d'obsolescence programmée, etc. Il y a un mouvement qui est un mouvement, je pense, encore plus profond. C'est l'idée qu'on peut être consommateur en utilisant et non plus en s'appropriant. C'est tout ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Et il y a des expérimentations sur des doubles affichages prix de vente, prix d'usage. Et donc, c'est vraiment une relecture de notre acte de consommation. Michel Serres disait qu'on existait justement en salissant. Eh bien, on consomme en achetant. Et ce serait vraiment une reconfiguration là, vraiment, du paradigme de la consommation. Et puis, on peut aussi le mettre dans la perspective des communs, puisqu'on voit apparaître, on en a tous plus ou moins fait l'expérience, une consommation collaborative, donc qui peut avoir un mauvais visage, c'est celle de l'ubérisation, mais qui se développe aussi dans des communautés qui n'ont pas cette logique de marché, donc de partage de la ressource plutôt que de créer du nouveau. On va recycler, partager l'usage. Et donc, c'est, je pense, aussi une réflexion intéressante sur notre approche du droit de propriété et de la propriété. Et puis, il y a un autre aspect en lien avec la consommation, c'est la question du fameux compteur Linky, qui est un enjeu, ça peut faire sourire, mais c'est vraiment considéré, ce compteur qui était au départ intelligent, mais maintenant il est simplement communicant, il est vraiment, dans l'optique de la transition énergétique, censé donner accès à des informations fondamentales, c'est l'information ici du consommateur, dans une logique de développement de l'autoconsommation.
Et de fait, le consommateur à terme deviendra un régulateur lui-même de cette énergie. Et les compteurs Linky aujourd'hui sont bloqués lorsque la question arrive devant les tribunaux par la revendication du droit de propriété. Et donc l'interdiction de rentrer, le tribunal administratif de Toulouse vient de le valider, il est possible d'interdire à l'installateur de poser un Linky dans sa maison. Ce qui dit que... Voilà. Donc là, on est dans la confrontation finalement de la propriété privée et d'un impératif de protection du climat. Alors simplement juste pour dire un mot par rapport à ce que vous avez indiqué, c'est vrai qu'il y a eu tellement de sujets sur l'immeuble que c'était difficile de les aborder tous, notamment aujourd'hui à l'oral, mais il y a un certain nombre d'éléments aussi dans le rapport. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, dans le cadre du projet Élan, ça ne devait pas forcément être intégré, mais la commission mixte paritaire a intégré le carnet numérique aussi du logement, qui permettra peut-être d'apporter un élément de réponse. Et ce qui est intéressant, on n'est plus en effet dans l'idée simplement d'informer, mais d'accompagner aux bonnes pratiques, parce que l'immeuble, le défi énergétique, il sera relevé si toute la chaîne fonctionne, si les acteurs dialoguent ensemble, je dirais, de l'usager jusqu'au pouvoir public. Bien, mais écoutez, je crois qu'il est temps de clôturer ce colloque, de remercier une dernière fois nos organisatrices formidables et le public qui est resté nombreux jusqu'au bout. Merci. Je voulais juste ajouter, je voulais juste également qu'on remercie deux personnes qui ont été très importantes pour nous aussi dans l'organisation. Alors c'est Lise Barra, est-ce que Lise est encore là, dont vous avez reçu plusieurs mails, et Maria Polaido, qui ont été très actives et qui nous ont beaucoup aidés. Donc je voulais également qu'on les remercie. Et les doctorants, bien évidemment, aussi, qui ont aidé à cette journée. Tu associes intérêt général avec l'État, c'est ça ? Ou pas du tout ?